Merci beaucoup d'être venu à cette conférence. Il faut savoir que c'est seulement la seconde fois que je la donne et la toute première en extérieur, en dehors de mon entreprise OnePoint à Nantes. En plus, je suis trop heureuse de le faire aujourd'hui ici parce que je suis au Clos Nord à Lille et je viens vous rejoindre en mars 2025. Promis, je viens m'installer. Donc je suis vraiment trop contente. Bon, vous en savez un peu plus sur moi, mais il vous manque l'essentiel. Donc je me présente. Bonjour, enchantée, je m'appelle Anaïs Moulin. Je suis business analyst, product owner, selon à qui vous demandez, depuis déjà 3 ans. Le temps passe vite après l'école. Je vieillis vite. Quand je me suis lancée dans cette aventure de donner des conférences, j'ai cherché quel sujet je pouvais faire. Alors, j'ai cherché un sujet que j'aimerais mettre en lumière le temps d'une journée, ou du moins ici de 50 minutes. Les personnes qui m'ont accompagnée et qui m'ont aidée à me lancer dans cette aventure m'ont alors expliqué que je n'étais pas obligée de faire un sujet technique, et heureusement pour vous, parce que c'est vraiment pas mon fort. Du coup, j'ai réfléchi à un sujet qui me tiendrait à cœur, mais qui parlerait quand même à la majorité d'entre vous. Et c'est finalement arrivé assez vite. Donc, comme vous avez pu le comprendre à travers mon titre, ou bien que vous soyez ici par hasard, aujourd'hui, nous allons parler de la discrimination positive. Mais avant, et pour mieux comprendre pourquoi je vous parle de ce sujet aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre 2 petites choses à mon sujet. Donc, je m'appelle Anaïs. Je suis une femme en situation de handicap invisible. Voilà. Bon, si vous demandez à mes amis, mes collègues, ma famille, ils vous diront que je suis surtout drôle, intelligente et humble. Mais bon, pour la suite, c'était essentiel que vous sachiez ces 2 caractéristiques. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lors de mes études en école d'ingénieur, de mes recherches de stage ou encore aujourd'hui, j'ai été témoin et victime de la discrimination positive et de ses conséquences. Par le titre de cette conférence, je vous en ai déjà témoigné une première fois. On a 34% de femmes, venez chez nous, on fait des trucs pour vous. Ça, c'est un message d'introduction de message LinkedIn que j'ai reçu, et des collègues aussi. Alors le problème avec ça, c'est que du coup, je me dis tout de suite que l'interlocuteur s'adresse à moi, non pas pour mes compétences, mon super CV, mais seulement parce que je suis une femme. Et je trouve que ça ne devrait pas en être la raison. Surtout quand l'entièreté du message est axée sur le fait que vraiment, je suis une femme. Alors cette anecdote, parmi tant d'autres, m'aura juste fait dire encore de la discrimination positive. Le but de ma conférence aujourd'hui à ce sujet est de vous faire voyager avec moi à travers le temps et l'histoire pour comprendre et apprendre ce qu'est la discrimination positive et finalement ce qu'on pourrait en faire demain. Donc, on va commencer tout simplement par se demander c'est quoi la discrimination positive. Pour ça, rien de plus simple que de regarder dans le dictionnaire. La discrimination positive est l'action visant à réduire des inégalités subies par certains groupes ou minorités en leur accordant des avantages préférentiels. Alors, à savoir qu'il est difficile pour moi aujourd'hui de vous parler de minorités dont je ne fais pas partie. C'est pourquoi je vais me focaliser sur la plus grande minorité de l'humanité, j'ai nommé les femmes. Et je parlerai aussi un petit peu des personnes en situation de handicap. Bon, commençons par une mise en situation. Petite analyse. Pour ce faire, je vais vous présenter 3 personnages. Amélie, Bastien et Camille. Quelle est leur histoire? Bon, ils ont grandi dans la même ville, avec les mêmes passions, le même sport, inséparables à l'école, les mêmes notes, bref. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que sur le papier, c'est vraiment des meilleurs amis qui ont le même profil. Et ils vivaient leur vie paisiblement, sans aucun souci. Quand tout d'un coup, un événement les marqua. Quelque chose s'est passé qui leur a fait comprendre de quelque chose qu'ils vivaient depuis des années et dont ils ne s'étaient pas rendus compte.
Alors, que s'est-il passé? Un jour, lors de leurs études supérieures, Amélie, Bastien et Camille ont dû réaliser une colle. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une colle, c'est un examen qu'on fait dans certaines études, 1 à 2 fois par semaine, où on a donc 3 étudiants qui ont les mêmes exercices, chacun leur tableau, et un professeur les surveille pendant 1 heure. Ils doivent résoudre les exercices. Bon, là, Amélie, Bastien et Camille, ils ont 5 exercices à résoudre, les mêmes. Ça se passe plutôt bien, chacun galère un petit peu à sa manière. Et à la fin de l'heure, les notes tombent. Amélie a eu 13, Bastien 12 et Camille 14, ce qui sont des notes très convenables. Mais fondamentalement, ils sortent de leur colle et ils échangent. Alors moi, j'ai galéré sur tel exercice. Ah, t'as utilisé quelle méthode? Ok. Et ils se rendent compte que sur les 5 exercices, Amélie et Camille, elles ont réussi seulement les 2 premiers. Et Bastien, les 3 premiers. Il aurait donc dû avoir une meilleure note, en théorie. Ça vous paraît peut-être injuste, à eux aussi, mais il faut savoir qu'à l'école, malgré les barèmes, les professeurs sont les seuls maîtres de leur notation. À savoir que cette anecdote n'est pas arrivée seule, c'est arrivé tout le long de la scolarité, peut-être pas à chaque fois, mais assez pour qu'ils le remarquent et qu'ils s'en souviennent. Bon, je vous rassure tout de suite, ils ont tous les 3 été diplômés. Parfait. Ça ne les a pas empêchés de continuer de travailler et de rester inséparables. Mais ils ont continué à avoir à peu près les mêmes notes, donc le même profil. C'est important. Et la suite de l'aventure, après leur diplôme, c'est de trouver un premier emploi. Bon, ça tombe bien, ils ont les mêmes goûts et ils tombent ensemble sur une offre d'emploi qui les intéresse tous les 3. Il n'y a qu'une seule place. Bon, ils vont postuler. Comment ça se passe? Première phase, un entretien RH. Deuxième phase, un entretien technique. À la fin de chaque processus, une personne est éliminée. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Celui qui aura l'offre d'emploi. On commence par les entretiens RH qui sont individuels. On leur pose globalement les mêmes questions. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Qu'est-ce que vous faites à côté? Comment vous décririez-vous en 3 mots? Etc. Et ces entretiens RH individuels, ils se terminent par 4 exercices de logique. Des suites de nombres à compléter ou des problèmes tels que celui-ci. Emma a 7 ans de plus que son petit frère Florent. Dans 4 ans, Emma aura le double de l'âge de son petit frère. Quel âge ont Florent et Emma? Je vous laisse réfléchir un instant, on y reviendra après, vous aurez la réponse, ce ne sera pas frustrant. Globalement, ils font leur entretien RH, ça se passe plutôt bien, ils répondent à leurs questions, pas de souci. À la fin de l'entretien RH, Bastien est évincé et retiré du processus. Il ne reste qu'Amélie et Camille. Elles vont donc pouvoir passer à l'entretien technique. Pareil, rien de plus classique, coding game sur 2 heures, faites-moi toutes les fonctions Java que vous pouvez sur l'énoncé. Donc elles ont le même, il faut en faire le maximum, de la bonne méthode, etc. Donc, elles ont 2 heures, et à la fin des 2 heures, le résultat tombe. C'est Camille qui a obtenu le poste. Et fondamentalement et naturellement, Bastien et Amélie félicitent Camille et finissent par se retrouver et puis échanger. Et toi, l'entretien RH, ça s'est passé comment? Moi, les questions logiques, franchement, j'ai galéré. J'avais pas trouvé que Florent avait 3 ans et Emma 10 ans. Enfin, un enfer, quoi. Bref, ils échangent et ils se rendent compte que Bastien avait réussi les 4 exercices de logique. Amélie et Camille, elles étaient restées bloquées et elles n'en ont réussi qu'un seul. Je rappelle toujours, sur le papier, ils ont le même profil. Ils continuent à échanger. Et Camille, elle est restée bloquée dès le début sur les fonctions Java. Par contre, Amélie, une bonne moitié, elle a réussi. Pourtant, c'est Camille qui a été prise. Mais alors, quel est le point commun entre ces 2 anecdotes? Bien, la réponse tient en 2 mots, et vous êtes venus pour ça. C'est la discrimination positive. Vous l'aurez peut-être compris ou remarqué, mais Amélie est une femme, Bastien est un homme, et Camille est une femme en situation de handicap.
Cette réalité frustre ses amis. Ils ne comprennent pas pourquoi, et chez Camille, cela vient créer un syndrome de l'imposteur. Vu que ce n'est pas clair, ce n'est pas explicite, elle se demandera toujours, ai-je été prise pour mes compétences ou pour mes caractéristiques? C'est pas clair, donc elle se le demande. Et elle aura la question du mérite et ce syndrome de l'imposteur qui vont continuer à grandir au fur et à mesure des anecdotes. Mais alors cette discrimination positive, on sait ce que c'est, mais ça vient d'où et pourquoi? Eh bien la discrimination positive, ça nous vient des États-Unis. Ça a été fait dans les années 1960 par le président Kennedy. Alors avec les termes de l'époque, il s'agissait de s'assurer qu'il n'existait pas de discrimination raciale à l'embauche. Et à la fin des années 1960, ceci a aussi inclus que la loi impose de favoriser les minorités discriminées dans certains emplois publics. Voilà, ça, grosso modo, c'est l'origine d'où ça vient. Mais aujourd'hui encore, celle-ci a des objectifs qu'on a à peu près tous en tête, et je vais vous en citer 3, mais qui sont les plus parlants et les plus logiques. La première chose, le premier objectif de la discrimination positive, c'est de compenser les discriminations passées ou présentes des minorités, qu'elles en soient conscientes ou non. C'est venir rattraper les erreurs. Toutes ces personnes qui n'avaient pas le droit, qui ne pouvaient pas, c'est venir compenser, leur donner leur chance. Ça, c'est le deuxième objectif. Favoriser l'égalité des chances. On vient rattraper le fait que les personnes ne pouvaient pas, et maintenant, chacun doit avoir sa chance, autant l'un que l'autre. Mais ça vient vraiment essayer d'équilibrer. Et enfin, promouvoir la diversité et l'inclusion dans la société. Parce que oui, il faut de tout pour faire un monde, mais donc la société, elle est représentée de chacun, et on devrait tous avoir autant de chances que notre prochain. Ok, on sait d'où ça vient, on sait ses objectifs. Quand vous pensez discrimination positive, vous avez des exemples qui viennent en tête. Et la première forme à laquelle on pense quand on parle de ce sujet-là, ce sont les quotas. Les quotas, ce sont ces mesures qui obligent les institutions à réserver un nombre fixe de places aux minorités. Par exemple, à l'embauche ou à l'inscription universitaire. Une deuxième forme, qui n'en est pas loin, c'est les actions positives. C'est la même chose, mais sans réserver un nombre fixe. Il y a certaines actions fiscales qui sont dans ce sens-là. Donc ça vient favoriser les minorités, mais sans vraiment de limite, quoi, de fourchette. Et enfin, on a donc les mesures indirectes. Donc ce sont des mesures qui ne vont pas expressément faire de la discrimination positive, mais qui font finalement en faire, quoi. C'est pas clair, mais elles en font, comme certaines lois. Indirectement, c'est la conséquence. Bon, on a bien analysé la situation. On va pouvoir commencer notre voyage à travers le temps. Pour ça, j'aimerais vous introduire la période dans laquelle nous allons rentrer. Nous sommes en fin de Seconde Guerre mondiale, globalement, et une première date me vient en tête. Le 21 avril 1944, les femmes viennent d'obtenir le droit de vote. Peu de temps après, en 1946, c'est le principe d'égalité femmes-hommes dans tous les domaines qui vient d'être inscrit dans la Constitution. Ok, fin de Seconde Guerre mondiale, même juste après, ok, à quoi ça me fait penser? Ah oui, nous entrons dans le baby-boom. Mais plus particulièrement, je pense aux baby-boomeuses. Vous savez, ce sont ces femmes qui n'avaient pas le droit d'exercer leur profession sans l'autorisation de leur mari. Ça a changé que 1965. C'est assez tardif. Donc les personnages que je vais vous présenter sont les grands-parents de nos personnages précédents. Je vous présente donc Marie-Amélie, Sébastien et Marie-Camille. Ouais, ils avaient des petites traditions sur les prénoms, enfin, faut pas... Ils aiment bien ça. Bon, ils sont remplis de sagesse et d'histoire, et ils en ont deux tout particulièrement qu'ils souhaitent nous partager.
Mais grosso modo, si je vous fais le topo, on est aussi sur donc, 3 amis de longue date qui ont les mêmes compétences et qui sont dans la même entreprise, avec la même ancienneté. Vous avez compris l'idée. Tout se passait paisiblement bien dans leur vie, quand tout d'un coup, dans les années 1960, leur entreprise a ouvert un poste à responsabilité en interne. Les 3 amis sont intéressés. Malheureusement, à ce moment-là, Marie-Camille n'a même pas le droit de postuler. Marie-Amélie, quant à elle, peut, mais sans aucune chance de l'avoir. C'est donc Sébastien qui a obtenu le poste. Bon. Des années plus tard, en 1980, un second poste à responsabilité en interne est proposé. Alors je vous rassure, en 20 ans, ils en ont ouvert d'autres, mais ça ne les intéressait pas. Mais donc nous sommes dans les années 1980, et cette fois-ci encore, Marie-Amélie et Marie-Camille veulent postuler. Et elles le peuvent cette fois-ci. Et elles ont tellement de chances d'obtenir le poste que c'est Marie-Amélie qui l'obtient. Il y avait d'autres candidats, mais c'est Marie-Amélie qui l'obtient. Mais alors, que s'est-il passé ? Dans les années 1960, elles ne pouvaient même pas postuler pour les personnes en situation de handicap, ou alors on les laissait faire, mais sans aucune chance de l'obtenir, si c'était des femmes. Et en 1980, ça a l'air d'être possible, ou du moins de commencer. Donc que s'est-il passé ? Eh bien, la discrimination positive a commencé à s'installer. En France, par exemple, avec 2 lois, celle du 13 juillet 1983, dite Roudy, et celle du 10 juillet 1987 sur la loi handicap. Bon, la loi Roudy, qu'est-ce qu'elle dit ? En fait, elle oblige les entreprises à produire un rapport annuel pour comparer la situation des formations et des emplois entre les hommes et les femmes. Et les entreprises peuvent fournir des plans en faveur des femmes, pour rattraper un petit peu donc, les anciennes discriminations passées, sur des plans de rattrapage. Et les plans de rattrapage exemplaires avaient le droit à une petite prime pour les aider, une aide financière. La loi handicap, quant à elle, c'est celle qui impose aux entreprises de plus de 20 salariés d'employer au moins une personne en situation de handicap, donc à peu près 6%. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'à l'époque de Marie-Amélie, Sébastien et Marie-Camille, les droits envers les femmes arrivaient petit à petit. Mais que sans la discrimination positive, elles n'avaient aucune chance. Ça a aidé les entreprises à les recruter et ça a aussi aidé les mentalités à changer. Bon, on a fait un petit tour dans le passé. Maintenant, on va pouvoir savoir ce qui se passe dans le présent. Pour ce faire, je vous ai fait une liste plus ou moins exhaustive des avantages et des inconvénients qu'a la discrimination positive aujourd'hui en France. L'ensemble des chiffres que je vais vous montrer juste après sont tirés de l'INSEE. Donc on va commencer par les avantages, en commençant avec 3 grands axes. L'augmentation de la représentation des femmes dans certains domaines, la lutte contre les stéréotypes sexistes avec le changement des mentalités, et l'inspiration pour les générations d'après avec l'encouragement de l'entrepreneuriat féminin. Donc, commençons avec les premiers chiffres. La hausse du nombre des femmes dans l'enseignement supérieur. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont le pourcentage de femmes parmi les étudiants inscrits à l'université. On peut voir qu'entre 1914 et 2000, ça a plus que doublé. Et encore aujourd'hui, les femmes sont majoritaires parmi les étudiants inscrits à l'université. Donc ça a quand même, entre autres, contribué à les aider à donner accès à l'université. Et que maintenant, aujourd'hui, elles sont plus que majoritaires. Le progrès symbolique important vers l'égalité des chances. Ici, ce que je vous mets en comparaison, ce sont les femmes actives et les hommes actifs. Je vous ai mis un petit peu les différences en dessous pour bien montrer que ça évolue et qu'on s'approche de l'égalité. Avec en 1975, 8 millions de femmes actives pour 13 millions d'hommes. Là, on est quand même beaucoup mieux en 2022 avec 14 millions de femmes actives pour 15 millions d'hommes. On s'approche.
On a aussi la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Secteur privé, poste non équivalent, je préfère préciser. Bon, l'écart il est quand même énorme, mais au moins il s'améliore dans le bon sens. On est passé de 33,7% en 1995 à 24,5% en 2020. Mais comme j'ai dit, il y a encore du progrès à faire. Quoi d'autre? Bon, ce chiffre-là, moi, il me fait soit rire, soit il me rend triste, ça dépend comment on le regarde. C'est la répartition du taux de chômage entre les femmes et les hommes. Alors certes, ça se rapproche. Donc on arrive à une égalité. En 1975, 5% des femmes sont au chômage, pour 2,7% des hommes. En 2022, quasiment égalité. 7,1 et 7,5. Mais ça augmente. Du coup, c'est un mal pour un bien? Je sais pas. C'est à vous de me dire. L'encouragement des femmes à explorer des carrières masculines. Il y a encore quelques années, vraiment assez récemment, il y avait des métiers où les femmes ne pouvaient pas obtenir de place. Ce sont des métiers d'hommes, les femmes ne peuvent pas le faire. Heureusement, les mentalités vont changer, et entre autres, ici, ce que je vous montre, c'est l'augmentation des femmes sapeurs-pompiers en France, dont les volontaires. Entre 2016 et 2017, c'est certes peu, mais c'est déjà un progrès, il y a eu une augmentation de 5% de femmes dans ce domaine-là. D'ailleurs, à ce propos, peut-être certains l'ont vu, je vous incite à voir le film Vaillante. Je vous fais un peu le synopsis. C'est un film qui est sorti en 2022, qui parle de Georgia Nolan, et depuis qu'elle est enfant, elle veut devenir pompier comme son père. Problème, à ce moment-là, à New York, en 1932, les femmes, elles n'ont pas le droit d'être pompiers. Je vous spoile rien, je vous laisse voir le film. Donc en 1932, les femmes ne pouvaient pas être pompiers à New York. Ok. En France, ça date de... Ouais, une quarantaine d'années, bientôt 50. En fait, plus précisément, c'est depuis le décret du 25 octobre 1976 que les femmes, en France, peuvent être sapeurs-pompiers, métiers et volontaires. Et je vais parler de ma maman, mais je suis fière de dire que ma mère est la seule infirmière sapeur-pompier du centre Val-de-Loire. C'est un métier d'homme, il y a très peu de femmes, mais je suis assez fière de dire qu'elle y contribue. Un autre exemple de carrière dite masculine, c'est le secteur du bâtiment. Vous regardez une série, un film ou autre, vous ne verrez jamais une femme sur un chantier. Alors que, en fait, si. Et ça se féminise de plus en plus, comme on peut le voir là. En 2000, on a une augmentation de 8,6% et en 2020 de 12,3%. Donc ça avance petit à petit, mais au moins les portes s'ouvrent et les femmes sont représentées dans ces domaines. Et enfin, on a l'encouragement de l'entrepreneuriat féminin. Ce que je vous montre ici, c'est l'augmentation du pourcentage de femmes créant et dirigeant des entreprises en France en 2022. Donc là, on a une augmentation en 2022 de 33,5% de femmes créant et dirigeant des entreprises en France. Toutes ces femmes qui rentrent dans des carrières dites masculines ou qui créent et dirigent des entreprises, les conséquences que ça va avoir, c'est qu'elles représentent les femmes dans tous les domaines. Donc toutes les jeunes filles qui vont vouloir s'intéresser à un métier où auparavant il n'y avait pas de représentation, ça va les inspirer. Elles vont se dire, ok, dès qu'on voit des femmes qui deviennent astronautes, on voit toutes les conséquences que ça a derrière, n'importe quel film j'ai envie de dire ou autre, ça nous inspire et ça a des conséquences sur les influences que ça a sur les enfants, sur les adolescents, même sur moi. C'est vraiment une représentation et de se dire, ok, elle l'a fait donc je peux le faire. Ah, en fait, il n'y a pas que les hommes, nous aussi on peut. Et de ma génération qui m'a particulièrement inspirée, s'il y en a qui connaissent peut-être, c'est Léna Situation. De son vrai nom, Léna Mafouf. Finalement, qui est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une influenceuse française, mais c'est surtout une jeune femme qui est partie d'un milieu modeste, avec un père travaillant dans l'art et une mère travaillant dans la mode, et qui est allée à ses études jusqu'à cumuler 4 emplois pour pouvoir réussir et être là où elle en est, pour pouvoir vraiment profiter de ses études et se faire des expériences à côté. Aujourd'hui, elle inspire beaucoup de monde.
parce qu'elle est auto-entrepreneuse. Elle a créé sa propre marque qui marche extrêmement bien et elle incite toutes les femmes à se lancer. Elle fait partie des inspirations que personnellement moi j'ai. Parce qu'elle a de mémoire 2 ou 3 ans de plus que moi, donc c'est vraiment un modèle de se dire ok, c'est pas parce que je démarre peut-être bas ou modeste que c'est pas possible et finalement tout le monde le peut, avec certes selon les moyens, mais en tout cas c'est possible. À savoir d'ailleurs que dans ces femmes créant et dirigeant des entreprises, il faut savoir que c'est quand même majoritairement dans le domaine du textile et de la mode, mais ça reste une avancée. Effectivement, il y a peut-être moins de femmes dans créant et dirigeant des entreprises dans l'informatique, par exemple, mais avant on était sur vraiment zéro pointé et maintenant il y en a un petit peu plus. Au fur et à mesure, ça s'améliore. Et j'aimerais vous faire une remise des prix, ou je ne sais pas, en tout cas. Là, je vais vous présenter un top 5 des prénoms des entrepreneurs et entrepreneuses en France en 2022. Donc si votre prénom est dans cette liste, vous attendez quoi pour lancer une entreprise? Parce que finalement, toutes les Nathalie, c'est le top 1. Top 1 des dirigeants d'entreprise en France. Puis Sophie, Stéphanie, Marie et Isabelle. Pour les hommes, on est plus sur Nicolas, Mohamed, David, Julien et Christophe. Ouais, donc oui, si votre nom est dans la liste, vous devez diriger une entreprise. Bon, on a fait le tour des avantages. Il va bien falloir passer aux inconvénients. Je vais les faire rapidement parce qu'on les a un petit peu vus dans les anecdotes et dans les exemples, mais on a le sentiment d'injustice et de stigmatisation, le syndrome de l'imposteur dont j'ai parlé, le renforcement des stéréotypes de genre et la mise en place de quotas. Donc la réticence et la perception. Eh bien, on va avoir comme conséquence, parfois, quand il y a de la discrimination positive, des hommes qui vont avoir une réticence envers les femmes qui en bénéficient. Pourquoi je devrais être, pas sympa avec elles, mais pourquoi je devrais me donner autant qu'elles alors que je sais qu'elle sera plus appréciée ou ils seront plus sympas avec elle. Donc il y a cette réticence, donc c'est un petit peu ce frein. Et pour ces femmes, cette perception d'être moins compétentes, elles vont se dire moi j'ai été prise parce que je suis une femme, donc est-ce que ça veut dire que je suis quand même douée? Est-ce que je vais y arriver? Vraiment, il va y avoir cette baisse de perception et ce frein, cet écart qui va venir se créer dans certaines situations. On a donc le syndrome de l'imposteur, la question du mérite. Le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ok. Alors moi, je viens de Nantes aujourd'hui, je suis une femme, j'ai 24 ans. Qu'est-ce que je fais à vous faire une conférence de 50 minutes? Qu'est-ce que je vais vous apprendre alors que je suis un bébé finalement dans ce domaine? Et le syndrome de l'imposteur, c'est un peu ça. C'est se lever le matin et se dire est-ce que je mérite ma place ou est-ce que je suis là que, par exemple, l'exemple de Camille, est-ce qu'elle a été prise vraiment pour ce qu'elle vaut et ce qu'elle fait, parce qu'elle est douée, ou parce que c'est une femme? Vraiment, le syndrome de l'imposteur, c'est cette question du mérite. Et la discrimination positive, qu'elle soit claire ou non, va venir se faire poser cette question. Alors forcément, quand on va créer de la réticence, on va venir aussi se comparer et ressortir peut-être parfois de vieilles idées. Par exemple, ce que je vous montre là, c'est qu'en 2002, 43% des personnes interrogées par l'INSEE pensaient que les femmes étaient faites pour s'occuper des enfants à la maison plutôt que de travailler. Je vous rassure, en 2014, ça a baissé à 22%, mais j'espère qu'aujourd'hui, on est à 0. Mais finalement, en fait, c'est ça, c'est venir créer une différence. Donc, mais oui, mais c'est une femme, donc elle devrait rester à la maison plutôt que de venir travailler, alors que moi, je suis un homme, je suis fait pour ça. Donc, en fait, ça vient ressortir ces anciennes opinions. Ce qui, donc, risque de maintenir l'idée que les femmes ont besoin d'un traitement spécial. En tout cas, c'est la position d'Elisabeth Badinter, une femme de lettres, philosophe et féministe, qui pense que la discrimination positive, c'est traiter les populations visées comme inférieures et incapables de s'en sortir elles-mêmes. Vous savez, c'est bien connu quand même. Les femmes, il faut venir les sauver. Les princesses,
qui doivent être sauvés par les chevaliers sur leur cheval blanc. On a la représentation dans les films, dans les séries, partout. Et moi, quand je pense à ça, et un peu ce stéréotype-là, j'ai un personnage en particulier qui me fait penser. Quelqu'un qui, à chaque fois qu'on le voit, se fait enlever, attraper et qu'il faut venir sauver. Est-ce qu'on pense à la même personne? Moi, je pense à Daphné. C'était pas forcément Peach, pour ceux qui pensent. Moi, je pense à Daphné. Daphné de Scooby-Doo. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Scooby-Doo, c'est une bande d'amis, Fred, Vera, Daphné, Sammy et leur chien Scooby-Doo, qui viennent résolver des mystères. Et à chaque épisode, un nouveau monstre à arrêter. Et Daphné, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait attraper. Son rôle, c'est la jouvencelle en détresse qu'il faut toujours venir sauver. Et moi, j'ai grandi avec ça. Mais j'ai aussi grandi avec ce personnage qui, dans les films, sortis dans le début des années 2000, se révolte. Et elle le dit. Je ne suis pas qu'une jouvencelle en détresse. Moi aussi, je peux résoudre des mystères seule. Moi aussi, je peux vous sauver. Et en fait, elle vient remettre en question la situation et changer les choses. Et elle n'est plus la jeune femme en détresse qu'il faut venir sauver. C'est tout particulièrement un de mes films préférés. Enfin, dans les inconvénients, on avait donc la mise en place de quotas. Bon. Quand c'est une évidence et que parfois même certains ne le cachent pas, forcément ça vient de créer de la frustration chez des hommes exclus de certaines opportunités. Ok, j'ai pas été pris seulement parce que je suis pas une femme. Je comprends pas. Et c'est compréhensible que ça frustre certains. C'est totalement normal. Le risque aussi, si on sélectionne quelqu'un juste pour ses caractéristiques, on peut avoir une sélection de candidates moins qualifiées que leur homologue masculin, parfois. Donc, les quotas, ils sont là quand même pour une raison. Il ne faut pas le pousser dans l'excès, mais ils ont quand même une bonne raison d'être créés. Entre autres, pour répondre à certains besoins, tels que l'index de l'égalité professionnelle. Alors cet index, il est à rendre obligatoirement par les entreprises depuis la loi du 5 septembre 2018 et c'est pour comparer la situation des hommes et des femmes qui doivent donner cet index sur 100 points qui se met sur les critères que vous voyez en dessous. Rémunération homme-femme, répartition des augmentations individuelles, nombre de salariés augmentés à leur retour de congé maternité, parité parmi les 10 plus hautes rémunérations, et écart de répartition des promotions. Et ça, les entreprises de plus de 50 salariés sont obligées de les publier. Mon entreprise elle-même publie cet index-là parce que c'est une référence quand même quand vous choisissez une entreprise de savoir l'effort qu'ils font et qu'ils mettent dans tout cet équilibrage et l'écart de rémunération homme-femme. C'est une bonne chose, c'est un bon index. D'ailleurs, de toute façon, dans tous les cas, ils sont obligés de le publier, sinon ils ont une amende allant jusqu'à 1% de la masse salariale. Donc, c'est dans les inconvénients, mais en fait, ce n'en est pas un. C'est une bonne chose. L'inconvénient qu'il y a derrière, c'est comment vous allez faire pour y répondre. Est-ce que vous allez vraiment recruter quelqu'un juste pour ses caractéristiques et que ça correspond à vos quotas? Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Bon. On a voyagé dans le passé. Ce qui est passé hier. On a vu aujourd'hui les avantages et les inconvénients. Pas tous, mais je vous en ai quand même présenté pas mal. Mais alors, demain, qu'est-ce qu'on en fait de cette discrimination positive? Eh bien, j'aimerais peut-être rappeler qu'il existe des alternatives. Donc, des solutions qui vont venir compenser les discriminations passées, mais sans faire de discrimination elles-mêmes. Il ne faut pas être contradictoire dans ce qu'on fait. Donc, on a l'éducation, la sensibilisation et la lutte. L'éducation et la sensibilisation, en fait, c'est si on apprend sur les inégalités, en informant chaque individu, ok, quand on informe et qu'on sait, on va faire plus attention. La lutte contre les préjugés, comme son nom s'indique, elle va aider, elle va lutter pour que les comportements changent. Mais pareil, avec des actions, des interventions ou autres. Ce qu'on peut aussi faire, c'est dans les situations vraiment extrêmes, parce que la discrimination positive, c'est une bonne chose. Mais il y a vraiment des moments où on se dit non, là, par contre, c'est abusé. Eh bien, on peut poser des questions ou émettre un doute. Vous vous rappelez au début, quand je vous ai parlé d'école et de 3 élèves au tableau, j'ai fait des études en école d'ingénieur. J'en ai fait d'école.
Et on s'est très vite rendu compte que certains professeurs étaient plus sympas que d'autres sur les notations. Quand on était une fille, on avait une meilleure note. Alors, au début, c'était rigolo, et on se moque un petit peu de nos camarades, sauf que mes camarades masculins, aujourd'hui, c'est devenu mes amis, et même ma famille pour certains. Donc au début, c'était rigolo, puis au bout d'un moment, c'est injuste. Donc... Ah ouais, moi j'ai 34 là. Ah ouais. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on s'est rassemblés, on est allé poser la question à la direction. On a demandé pourquoi. Ils nous ont répondu qu'il fallait être plus sympa avec les filles parce qu'en école d'ingénieur, il ne faut pas qu'elles abandonnent, on a besoin qu'elles restent. Parce que quand vous faites des portes ouvertes, ce qu'on vous dit c'est « Ouais, mais venez chez nous, on a 34% de femmes, on fait des trucs pour vous. » Donc on s'est dit « Ok, donc ils l'assument, pas de souci. » Mais le problème à ça, c'est qu'il y avait certains professeurs qui venaient à l'inverse, qui n'étaient pas du tout d'accord et qui étaient hyper durs avec nous. Et on a aussi des camarades qui ne voulaient pas se mettre en groupe avec nous. C'est compréhensible. Pourquoi je me mettrais avec toi en exposé alors que de toute façon, tu auras une meilleure note? Voilà, on a posé la question, on a émis un doute. On n'a peut-être pas eu la réaction qu'on voulait en face, mais au moins, on aura essayé. Deuxième situation, les entretiens. Ouais, j'ai fait un entretien RH avec 4 exercices de logique, avec 2 camarades masculins. J'en ai réussi qu'un parce que je suis une bille ensuite de nombres logiques. Et devinez qui a été pris sur les 3 ? Moi. Alors que j'avais le même profil, et sincèrement, ils sont meilleurs que moi. Et je le sais, et c'était sûr. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je ne suis pas allée dans cette entreprise-là parce que j'avais une autre alternance. Mais j'ai envoyé un mail. En avril 2021, j'ai envoyé un mail pour dire « Bonjour, je vous remercie pour l'attention accordée à mon profil. Cependant, j'ai déjà trouvé une alternance qui me convient. De plus, j'aurais voulu savoir sous quels critères vous sélectionnez vos profils. » Je précise, j'ai réussi un test de logique sur 4, comparé à mes camarades qui ont tous réussi. Nous avons tous les mêmes profils. Je souhaitais donc ce qui a fait la différence, parce que ce serait très utile pour la suite de mon parcours. Bon, la réponse en face n'a pas été fameuse. C'était, pour répondre à vos interrogations, l'entretien reste prépondérant. Enfin, on a le même profil, voire ils font peut-être plus de choses que moi, donc... J'ai pas forcément eu les réactions que je souhaitais en face. Mais au moins, j'ai posé la question. Et j'ai émis le doute sur le fait que la situation n'était pas forcément juste. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Une autre solution à la discrimination positive, c'est faire de la prévention et des témoignages. Parce que c'est utile, on en a besoin. Mais il y a des situations où il faut faire attention. Et du coup, c'est ça ma conclusion. Ma conclusion, c'est de dire que la discrimination positive, hier on en avait besoin, aujourd'hui ça aide, mais demain ça doit disparaître. Le but n'est pas en cause. Le problème, c'est quand on en abuse et que la méthode n'est pas la bonne. J'ai essayé de faire vite. Merci de votre attention et vous pouvez laisser un peu. J'étais un peu speed à la fin, désolée. Vous avez des questions? Je sais pas s'il y a un micro ou je sais pas. Non? Je peux parler. Vas-y. Vous dites quelque chose d'intéressant au début et à la fin à propos de il faut réparer les erreurs passées, mais l'entretien est prépondérant. Et effectivement, moi je fais passer des entretiens et j'ai affaire à des hommes. Alors on fait pas forcément tout le temps des tests, mais je fais passer des entretiens à des hommes qui parlent avec énormément de confiance en eux et qui savent tout faire, absolument tout. Et parfois c'est vrai. Et à l'inverse, on fait faire des entretiens à des femmes et il arrive qu'on ressente un potentiel caché. Alors que les réponses ne sont pas forcément au rendez-vous. J'ai eu quelqu'un qui ne s'est même pas renseigné sur l'entreprise pour laquelle il postule. Elle postulait. J'ai quand même pris cette personne. Et je ne vais pas dire que le potentiel caché n'était pas fou, mais à l'entretien, elle était peut-être un petit peu surmenée, alors que c'était assez calme. Mais on avait l'impression je pense qu'elle était surmenée. Et de fait, les choses qu'elle savait, ça ne sortait pas tout simplement.
à cause d'un contexte, parce qu'elle a regardé aussi Scooby-Doo toute son réponse, probablement. Et du coup, c'est quoi la réponse? Alors, effectivement, déjà ça, je sais qu'il y a des études qui sont sorties qui, donc effectivement, pendant les entretiens, c'est une image mais qu'on m'avait expliquée et que je partage, c'est que un homme, je dis une bêtise, mais il va savoir de quoi il parle. Ok, mais il n'est pas très sûr. Mais il va être à fond et il va faire, on va vraiment avoir l'impression qu'il sait de quoi il parle alors qu'en fait il connaît le sujet à 80%. Alors qu'une femme qui va savoir un sujet à 80%, elle va réagir, en fait elle va pas être sûre d'elle et elle va diminuer un petit peu ses connaissances et peut-être moins se montrer. Mais donc du coup la réaction à ce moment-là, après ça dépend comment adapter l'entretien ou comment le faire. Mais moi je sais que j'ai des amis même qui ont passé des entretiens récemment. Et effectivement en fait quand je vais pas faire une généralité, mais on se donne plus, je sais que nous on peut donner plus de mal ou avoir plus peur au moment d'un entretien et c'est pour ça que certaines peuvent réagir ainsi. Maintenant, comment faire alors mettre à l'aise, même si ça c'est compliqué, c'est tout à chacun, mais peut-être la manière d'axer les questions. En fait, oui, parfois ça peut être des épreuves de technique ou des questions, des mises en situation. Dire j'ai ce cas-là, qu'est-ce que je fais en face. Après, il n'y a pas de souci de prendre une femme tant que la réflexion derrière, c'est juste, ok, c'est une femme, donc je la prends. Si, autre que son genre, ok, elle a l'air d'avoir du potentiel, elle le montre peut-être pas, mais elle a l'air d'avoir du potentiel quand même, là, il n'y a pas de souci. C'est juste se dire d'avoir cette limite et de ne pas prendre quelqu'un juste pour ses caractéristiques, quoi. Malgré que le test était KO. Après, chacun recrute comme il veut, mais même si le test est KO, en théorie, je sais pas, je suis pas RH, mais je sais pas, peut-être on recrute pas, mais... Dans un cas de figure, le test, elle ne connaît même pas l'entreprise dans laquelle elle postulait. Sur plusieurs questions, le test était KO. Pour autant, je suis content de ce qu'elle fait dans l'équipe. Après, c'est même pas forcément en termes de genre, hein, c'est des personnes qui ne vont pas forcément se mettre en avant, mais qui derrière ont du potentiel et ça se voit que sur le terrain. C'est dur comme question. En fait, je pense que, alors, effectivement, l'objectif final, c'est que les discriminations positives disparaissent. Du coup, la solution, c'est plutôt peut-être d'attirer les femmes vers ces filières. Par exemple, dans la tech, on essaie d'attirer, il y a une association qui s'appelle Rouge, qui essaie d'attirer les femmes justement dans le métier de la tech, en allant dans les écoles, les lycées, pour les pousser vers des filières plus technologiques. Parce que finalement, le problème vient aussi du fait qu'il y a moins de têtes féminines, donc on n'est pas obligé de faire la discrimination positive dans ce cadre-là. Mais elles se retrouvent face à un mur, en fait, parce que quand elles arrivent dans les classes, elles se rendent compte que leur éducation a fait au fil dans ces classes qu'on leur a appris que ce n'était pas les métiers pour les hommes, enfin pour les femmes, pardon. Ouais. Et du coup, ça ne les intéresse pas, même si on vient leur expliquer que si, c'est pour vous. Donc, je pense qu'il y a... Ça doit changer plutôt au niveau systémique. C'est ça, faut changer les mentalités au plus tôt, et en fait, c'est surtout, même aujourd'hui, pour toutes les femmes qui sont... moi, je sais, globalement, je l'ai eu. À la base, je suis développeuse. Et à la première occasion où les femmes, dans la technique, elles ont une difficulté, hop, passe en fonctionnel. Et parce que les femmes, c'est forte en communication. Donc, t'as du mal avec le dev, va en fonctionnel. Et en fait, cette mentalité, même dès le début, en fait, il faudrait qu'elle change. Mais donc, du coup, ça passe par Elle Bouge et par plein d'autres associations de dire dès le début, et de venir représenter, en fait. Ça, c'est cette représentation des femmes et dire, non, ok, t'es une femme, mais tu peux faire des maths, tu peux faire de la physique, tu peux faire de la science, Donc oui, en fait, on en a besoin. Forcément, en fait, je le compare un peu au Resto du Cœur, c'est la phrase qu'avait dit Coluche, c'est le jour où on n'aura plus besoin de resto... moi, je veux plus qu'il y ait de Resto du Cœur. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on n'en a plus besoin. Et la discrimination positive, c'est vraiment dans la même idée, quoi. Un jour, il faut qu'on n'en ait plus besoin, mais parce qu'on aura fait le boulot, quoi. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, pardon. Oui. Quand tu as étudié ce sujet en termes de ratio de discrimination négative et positive, c'est quoi le ratio? Tu as vu des trucs là-dessus? Le ratio entre positif et négatif? Entre la discrimination négative et la discrimination positive? Non, j'ai pas vu. Non. Mais en mode
tout ce que la discrimination positive apporte, mais les conséquences que ça a derrière ou... Non, mais plutôt, là, tu dis qu'il y a des cas de discrimination positive, il faut qu'elles disparaissent. Oui. Mais combien il y a de discrimination positive par rapport au nombre de cas de discrimination? Le problème, c'est que ça, même si je pense qu'il y a des... Ça se trouve, on pourrait trouver des chiffres, mais vu que c'est pas explicite, dans la majorité des cas, c'est... Enfin, nous, on allait poser la question, on a vraiment demandé, mais par exemple, là, pour, j'allais dire une entreprise, mais non. Le jour où on a passé l'entretien et que j'ai été prise, la réponse en face, ça n'a pas été clair. Ça se trouve, ça n'en était pas la discrimination positive. Et en fait, c'est la conséquence que ça a derrière, de se dire, ah bon, bah, il y avait 2 garçons et une fille, c'est la fille qui a été prise, et bah, hop, c'est la discrimination positive. Le problème, c'est que c'est la conséquence tous les jours. Moi, dès que j'ai quelque chose dans mon entreprise, je peux être sûre que mes collègues vont venir me voir et vont faire, c'est parce que t'es une femme. Et donc, en fait, c'est explicite. Donc, c'est pas des choses claires, écrites. Bonjour, nous, on vous a pris parce que vous étiez une femme. Et heureusement. Après, vous pourrez ne pas s'en cacher. Mais, donc, non, j'ai pas regardé, mais je pense que ça existe, mais ça sera toujours pas réaliste, vu que c'est pas clair.